Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère, on se retrouve pour le dernier zap de la saison. Mais avant de parler de tout ça, on passe direct au Crypto Fear and Greed pour être tranquille. Et à ma grande surprise, nous sommes de retour dans l'extrême peur à 25. Du côté des marchés US, nous sommes toujours dans la peur à 37. Alors dernier zap de la saison dit également dernier live de la saison pour demain. Alors n'oubliez pas qu'on se retrouve à 22h en live sur Twitch pour faire gagner les derniers NFT de la saison. Mais également pour le grand tirage au sort de fin d'année. Alors certains le savent, mais pour d'autres ce sera peut-être une surprise. Vos NFT sont en quelque sorte un ticket de loterie pour ce tirage un peu spécial demain soir. On y vient, je vous vois les impatients. Je vous dévoile enfin les gains qui seront à gagner demain soir. Il n'y aura pas un, ni deux, ni trois gagnants, mais bien 5. Les 3 premiers tirés au sort remporteront chacun 100 USDT et le 4e et le 5e gagnant remporteront chacun 50 USDT. Il y aura donc demain 301 NFT en concurrence, sachant que certains ont le wallet plutôt bien fourni. Je vous souhaite à tous bonne chance et bonne nouvelle, il vous reste quelques chances pour remporter un dernier NFT. Pour ça, n'oubliez pas de commenter les Zap Crypto du numéro 296 à celui d'aujourd'hui, le numéro 301. On fera le tirage de ces dernières NFT en première partie du live. Il y aura également des NFT qui n'ont pas été récupérés et qui seront gagnés pour tous ceux qui seront présents lors du live. J'ai très hâte de clôturer cette première saison à vos côtés. N'hésitez pas à prévoir un petit verre pour qu'on trinque ensemble. Et pour les plus courageux, je vous invite à rejoindre le Discord du Zap Crypto pour qu'on puisse échanger de vive voix en dernière partie du live et ainsi partager nos vœux pour cette nouvelle année. Je vous mets le lien du Discord en haut à droite. Surtout ne ratez pas le prochain Zap Crypto pour y découvrir tout ce qui se passera à la saison 2. Et pour terminer, j'aimerais prendre un petit peu de temps pour remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu et qui m'ont donné beaucoup de force pendant cette année 2022. Je vais sûrement en oublier, alors je vous présente dès à présent toutes mes excuses. Dans un premier temps, j'aimerais remercier nos 3 tipeurs, Saphirose, Thomas et JFB. Merci à tous les 3 pour la force. Un merci tout particulier à Saphirose. C'est entre autres grâce à elle que les commentaires ne sont pas assiégés de bots. Et c'est également en grande partie grâce à elle que les live Twitch sont géniaux. Je remercie évidemment tous les créateurs de contenu qui m'ont fait confiance et qui pour beaucoup m'ont apporté leur force. Je pense au roi du Bitcoin, le café du coin, Doc Marmotte, Crypto Bubule, Monsieur Rabbit et évidemment je ne peux pas passer à côté de Agathe qui fait partie de ces belles rencontres de l'année 2022 et qui est d'un grand soutien pour la chaîne. Impossible de passer à côté de tous les zappeurs et zappeuses. Un grand merci à Hamzer, à Jan, à Eldebois, à NG Crypto, à Hot, à Fredouille, à Floppy, à Millésime, à Thomas, à Florian, à Altir, à Sans Vision, à Jean-Philippe Rossi, à Johan, à Kimouline, à Daniel SH, à Chico Brésil, à Jérém, à Miko, à Monsieur Daddy, à Parigo, à Nicolas Despasse, à Cryptosaur, à Samuel Calmé, à Amaury, à Didou, à Chris, à Kevin, à Matlika, à Seb420, à Codeur Apprenti et à tant d'autres. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Et un dernier remerciement à tous nos Twitchers qui n'ont de cesse de pousser le Zap Crypto en avant. Donc un grand merci à Scalper, à Nils et à l'équipe de Kryptonium. Merci aux 3773 abonnés. Ça a été une année de folie et je compte bien remettre le couvert. Et vous me suivez? Allez, installez-vous confortablement, votre petit zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo. À demain pour le grand tirage. C'était Zap Crypto et bonne année! Bitcoin et la crypto-monnaie en général méritent votre intérêt et celui de toute l'humanité. Comme je viens de le dire, avec le Bitcoin, une révolution est née. Pendant des siècles, la monnaie a été contrôlée exclusivement par ceux qui avaient également entre leurs mains le pouvoir politique et militaire. Et pourtant, il s'agit littéralement de l'un des piliers de la civilisation. Mais heureusement, avec le Bitcoin et tous ses successeurs, nous ne sommes plus obligés de nous soumettre aux caprices monétaires de nos dirigeants. Ça ne veut pas dire que la crypto-monnaie va forcément remplacer la monnaie des États, c'est simplement que désormais, nous avons une monnaie alternative, ce qui n'était pas le cas avant. Cette alternative nous permet de nous protéger, avec plus ou moins de succès, de certaines décisions des banques centrales. Vous pensez peut-être d'abord à l'inflation démesurée que l'on subit en ce moment, et le Bitcoin pourra peut-être complètement vous protéger de tels phénomènes dans 50 ans. Mais aujourd'hui, c'est aussi et surtout utile par exemple pour éviter que votre argent soit tout simplement saisi par l'État.
C'est ce qui est arrivé aux citoyens chypriotes en 2013 qui n'ont rien demandé et qui ont perdu une partie non négligeable du contenu de leur compte bancaire. C'était une situation certes un peu particulière, mais pensez-vous vraiment que votre gouvernement n'osera jamais faire la même chose ? Et si vous allez manifester, est-ce que vous pensez vraiment que votre gouvernement ne va pas en profiter pour geler votre compte bancaire comme le gouvernement canadien l'a fait en février 2022 ? Avec le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, personne ne pourra confisquer vos actifs et personne ne pourra vous empêcher de vous en servir. En d'autres mots, vous êtes plus libre. Ensuite, une news par rapport à la Chine qui a fait un white paper national intitulé Blockchain White Paper qui révèle qu'environ 1400 entreprises chinoises incroyables sont impliquées dans l'industrie de la blockchain. Le CAICT révèle que 48 écoles chinoises proposent des diplômes et des certifications liées à la blockchain. Si là, c'est pas de l'adoption mondiale et des super news, je ne sais pas quoi dire. Surtout que là, maintenant que vous allez entendre des anti-crypto dire oui, non, c'est du scam ou je sais pas quoi, là, vous pouvez leur dire ouais, mais les gars, maintenant, il y a même des diplômes sur la blockchain, donc ça rigole plus. Donc là, quand ça va arriver en France, je sais même pas s'ils ont déjà commencé, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Comme ça, on apprend tous ensemble. Mais dites-vous qu'à l'école, il y aura bientôt la possibilité d'apprendre, de prendre des cours sur la blockchain, les crypto-monnaies en général. Donc c'est juste incroyable. Les baby-boomers sont-ils plus optimistes sur les crypto-monnaies? Ouais, j'ai bien aimé cet article, moi j'en lis beaucoup, je les lis très très vite, etc., ou je les écoute quand je peux. Eh bien, oui, je pense que les crypto-boomers, j'en fais partie, sont optimistes un petit peu, sont plus optimistes, pourquoi? Parce que je pense que les baby-boomers ont évité beaucoup de pertes, plus de pertes, moi, tous ceux que je connais en tout cas, moi, j'ai vu autour de moi plus de gens très jeunes qui ont eu des grosses pertes que les baby-boomers. Pourquoi? Parce que les baby-boomers, ils ont l'expérience du passé, mes amis. On a déjà été piégés. Moi, quand je vois certains pièges qui sont arrivés, gros comme une maison et tout, et que voilà, ou simplement parce qu'on écoute, je l'ai entendu X fois, j'écoute des tonnes de vidéos à longueur de temps, etc. On écoute des projets qui tiennent pas tellement la route, et on sait qu'en plus ce projet, au moment où on l'écoute, la situation est très mauvaise. Alors même si le projet est pas trop mal, mais on sait déjà que dans peu de temps, le marché, il est en train de tomber, il va continuer à tomber. Même le projet qui est bon, faut pas se presser, faut attendre, puisque dans quelques temps, vous l'aurez beaucoup moins cher. Et s'il est vraiment bon, il va exister longtemps. Donc vous en foutez, vous n'êtes pas en train de courir après quelque chose. Et c'est là la grosse erreur. Je crois que tout le monde a tellement peur de rater quelque chose, et je parle de la crypto-monnaie là, tellement peur de rater quelque chose que tout le monde fonce en 4e vitesse dans un truc. Et en règle générale, quand on regarde, moi je vois sur les graphiques, que vous regardiez n'importe quel graphique, à partir du moment où quelqu'un est rentré à une hauteur et qu'après le truc il est là, c'est que les gens ont perdu, c'est qu'il y en a très peu qui ont gagné, évidemment, quand vous voyez quelque chose qui est là et que boum, ça tombe tout en bas, voilà. Polygon, comme je dis, il y a 1 milliard de mecs qui construisent dessus, il y a Meta, il y a Nike, il y a Disney, il y a tout ce que vous voulez, il y a Reddit, il y a tout sur Polygon, donc vraiment, en plus maintenant ils ont les Youths, donc la seconde collection, on va dire, de la plus grosse collection, on va dire, sur Solana, qui part de Solana. Vous savez, avec les Degods, je vous redis l'histoire. En gros, il y a Frank qui a créé la plus grosse collection sur Solana. Il avait ramené des mecs de ETH pour la pumper. Ça a marché, ils ont fait une grosse commu, ça s'appelle Degods. Ensuite, ils ont fait une seconde petite collection qui s'appelle Youths. Et en fait, dernièrement, Solana, c'est la merde. Et donc, ils ont annoncé qu'ils partaient de Solana. Les Degods vont sur Ethereum et les Youths vont sur Polygon. Donc, peut-être que du coup, Polygon aura ce qui leur manque, c'est-à-dire une collection qui les représente, un truc vraiment spécial, comme par exemple Solana avait des Gods, comme par exemple ETH a Bored Ape, et pour l'instant sur Polygon il n'y a pas encore ça. Donc vraiment l'écosystème Polygon, ça, il faut vraiment checker ça risque d'exploser. Après je vous parle de Polygon, mais ça pourrait très bien être un autre écosystème comme Arbitrum par exemple, qui sont en train de build des trucs de fou. Ça pourrait être aussi Starknet, enfin il y a plein de trucs de partout quoi. À quelle méthode est-ce que je peux vraiment faire confiance? Et donc là, j'ai trouvé sur le blog de Nick Carter, qui est un des plus grands cerveaux dans le monde de la blockchain, voilà ce qu'il a écrit sur le Proof of Reserve. Et donc là, c'est super intéressant car Nick, il classifie les attestations de preuve de réserve en plusieurs standards. Et donc, il met les exchanges BitMEX, Kraken, Deribit et CoinFloor en Gold Standard. Donc, ça veut dire que ce sont les meilleurs audits de preuve de réserve, celles auxquelles on peut avoir le plus confiance. Ensuite, on a OKX, KuCoin, Gate.io qui, selon Nick Carter, sont des bonnes preuves de réserve. Et ensuite, on a d'autres preuves de réserve qui sont, selon Nick, un petit peu moins bonnes. Mais voilà, c'est toujours quand même positif parce qu'il y a quand même pas mal d'exchanges qui n'ont fait aucune preuve de réserve. Donc tous les exchanges qu'on voit là, c'est des exchanges qui ont mis en place cette transparence et qui font des efforts pour prouver qu'ils ont bien les réserves.
Donc là, si on regarde les top exchanges, donc Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin, on voit ici, donc Kraken est dans le gold standard, donc c'est super bon signe. Good quality, on a aussi KuCoin qui est dedans. Et ensuite, dans les autres, on a Binance et apparemment, on n'a pas Coinbase. Mais Coinbase a été aussi audité par Deloitte. Moi, personnellement, j'utilise Binance et Kraken et j'ai confiance dans ces exchanges. Mais à chaque fois que j'ai fini de faire mes transactions, je mets toutes mes cryptos sur un hardware wallet. Et j'utilise principalement Ledger. Je voulais maintenant vous parler de BlackRock. BlackRock, en fait, il faut savoir que c'est déjà un des premiers investisseurs, le plus large même investisseur de Core Scientific, une société de minage du Bitcoin qui est en difficulté, qui a fait faillite, qui a déposé, qui s'est mis sous le régime de la protection du chapitre 11 aux États-Unis. C'est déjà du coup un des plus gros investisseurs de cette société et ils viennent de lui prêter encore 17 millions de dollars pour essayer de sortir de ces problèmes et voir s'ils vont arriver à renaître un peu, alors qu'ils ont eu énormément de problèmes avec les conditions économiques qui étaient difficiles à cause de l'augmentation des coûts pour miner du Bitcoin. En fait, la difficulté a augmenté, le prix du Bitcoin a diminué et du coup ils sont beaucoup moins rentables. Moi je trouvais ça intéressant, honnêtement je savais pas que BlackRock était l'investisseur principal d'une société de minage de crypto-monnaies. Ils sont déjà vraiment bien positionnés sur les cryptos, ils continuent, on les a vus proposer des choses pour les institutionnels, on les a vus vraiment faire plein de choses et c'est toujours intéressant de voir un gestionnaire de fonds qui gère des milliards et des milliers de milliards, je pense, derrière les crypto-monnaies. Je vous confirme, il gère en fait 10 000 milliards. BlackRock, c'est énorme, c'est beaucoup plus que tout le marché crypto. Une petite astuce qui devrait en ravir plus d'un. On sait tous qu'en ce moment, le minage de Bitcoin, c'est compliqué. Surtout dans les pays européens où les prix de l'électricité ont grimpé drastiquement. Mais ne vous en faites pas, des Thaïlandais ont trouvé la solution à vos problèmes. Afin que le minage de Bitcoin soit rentable, il suffit de ne pas payer l'électricité. C'était pourtant sous votre nez, les gars. C'est pas compliqué. Et pour ne pas la payer, comment fait-on ? Bah là, c'est un peu moins glamour, il faut la voler. C'est dans la capitale de la Thaïlande, Bangkok, que les autorités ont découvert une ferme de minage illégale, se servant sur le réseau électrique de la ville, sans payer la facture. Et là, on parle pas des 100 balles par mois d'EDF, les gars, hein. Le préjudice s'élèverait à presque 300 000 $ d'électricité. La ferme de minage était constituée de 223 ordinateurs. Une autre ferme sauvage du même genre a été découverte dans une plus petite ville nommée Nangong, dans le sud-ouest de la Thaïlande, composée celle-ci de 60 ordinateurs et ayant dérobé pour 30 000 $ d'électricité. Dans les deux cas, il n'y a que les machines qui ont été retrouvées et saisies, mais aucune trace des mineurs. Ils ont dû en miner du Bitcoin, les petits salopios en tout cas. En plus, là, ils ont trouvé 2 fermes, mais il doit y en avoir beaucoup plus disséminées dans tout le pays. Et même dans plein d'autres pays, il n'y a pas que la Thaïlande. Hein. Sachant que si les fermes sont petites, elles sont bien plus compliquées à repérer car elles ne congestionnent pas le réseau électrique. Je vous vois venir les gars, n'essayez pas de trouver un coin tranquille au bureau pour miner votre Bitcoin aux frais de la princesse. Ça risque de mal se terminer. Et on a notre ami Magdi ici qui nous dit, je vais traduire ici parce que je lis pas le coréen, mais il nous dit pourquoi le Bitcoin n'est pas encore sous-évalué. Plusieurs indicateurs de cycle de données montrent que le bottom n'est pas trouvé. Alors tu vois, il y avait des indicateurs qui nous disent to the moon tous les jours, comme certains influenceurs américains qui te disent to the moon tous les jours, ce qui te sort un indicateur qui te dit ça et c'est le bottom. Et lui, son indicateur, il te dit, tu vois, lorsque le signal rouge croise le signal vert, c'est là où ça a été fait un bottom pendant la fin du bear market 2018 et pendant le crack Covid. C'est vraiment, là, c'est vraiment précis. Et il dit, on n'est pas encore là. On n'y est pas encore. On n'a pas ce croisement, on n'a pas ce bisou qui est fait, tu vois, qui a trouvé le bottom du bear market 2018 et le bottom du Covid. Il n'y est pas. Donc ça, c'est très intéressant. Comme quoi, ça nous montre que tu as des indicateurs qui ont sniffé exactement le bottom avant et qui sniffent pas de bottom maintenant, tu vois. Ça, c'est juste pour contrebalancer les indicateurs, les gens qui te disent, oui, c'est bon, le bottom, c'est maintenant. Voilà. Donc, comme quoi, ben là, c'est un indicateur qui te dit, non, le bottom, c'est pas encore maintenant. Bon. Alors, au niveau du court terme, un petit peu 2023, réellement, qu'est-ce que je peux escompter ? Personnellement, j'ai tendance à penser, très fortement, qu'on est en train de se diriger, c'est quelque chose que je vous dis, voilà, c'est qu'on est en train de se diriger vers une zone de ranging pour, en tout cas, tout le début 2023, dans lequel, potentiellement, fin 2023, on pourra avoir une accélération avec un break, voire même potentiellement 2024 avec la mise en place du halving. On sait que généralement on a une structuration qui est effective à ce moment-là, et on sait aussi, si vous suivez la quotidienne, qu'on est dans une fin héliotiste, et la fin héliotiste a 2 possibilités. Soit on se dirige vers une période de ranging classique, de stabilisation,
qui ressemble plus à une forme d'accumulation wyckofienne, soit on se dirige vers une nouvelle schématique idiotiste tout de suite, de vague 1, vague 2, et ainsi de suite. J'ai tendance à penser que, vu l'incertitude et vu la difficulté qu'on a eue là, clairement, on va être dans une zone de ranging pour stabiliser l'écosystème et le prix. Pour moi, on est vraiment dedans, on n'est pas dans une vocation à repartir tout de suite dans une vague 2, on est vraiment dans une schématique où on va structurer derrière, et qui pourrait être intéressant parce que quand on regarde un petit peu en logarithmique, chose que je vous fais pas dans la quotidienne, parce qu'à la quotidienne, on parle beaucoup plus court terme, quand on regarde un petit peu dans les projections, on sait qu'on a une zone de travail très très fort qui correspond au 1,618 qui est entre 10 000 et, on va pas se leurrer, on va remonter un petit peu pour arriver vraiment à voir la mèche, qui est, et de toute façon on le voit bien, que cette zone a toujours été une grosse zone de résistance, qui est entre 10 000 et 13 500, 14 000, qui correspond au top de la 1, qui correspond un petit peu en dessous du 786 du mouvement total du BTC par rapport à l'évolution, et qui correspond dans la borne basse à un 618. On sait qu'on a un appel de prix dessus. Moi, personnellement, j'ai plus tendance à vous dire que nous allons travailler le haut de cette borne, allez, peut-être un petit peu plus, on va dire les 13 000 $, jusqu'aux 25 000. Pour moi, c'est vraiment la zone de ranging dans laquelle on risque d'évoluer pendant un certain temps avant d'aller plus loin. Le dernier NFT, donc le NFT le plus cher vendu de cette année 2022, et bah figurez-vous que c'est un NFT du collectif ou de l'artiste, on sait pas trop, du monsieur qui s'appelle donc Pac. Pac, c'est un inconnu, on ne sait pas qui c'est, on pense qu'ils sont plusieurs, et c'est encore une fois lui qui a vendu le NFT le plus cher cette année, donc pour 52,7 millions $. Le NFT s'appelle Horloge. Pourquoi je vous dis encore lui? Parce que, rappelez-vous, il avait vendu le NFT The Merge, je crois que j'ai mis une photo ici, il avait vendu le NFT The Merge pour quasiment 100 millions $, voilà, je l'ai ici, donc pour 91,8 millions $, c'était en décembre 2021, c'est le NFT le plus cher jamais vendu. En plus, c'était un petit peu le début des NFT fractionnés, puisque ce NFT a été vendu, et en fait, il s'est séparé ensuite en 30 000 morceaux, et du coup, en fait, il y a 30 000 propriétaires de ce NFT-là. La légende raconte que celui qui réussira à recollecter tous les NFT, et il deviendra le maître du monde. Voilà. Non, la légende n'existe pas, hein, c'est moi qui... J'ai voulu raconter une légende au fur et à mesure, mais en fait, ça avait ni queue ni tête. Du coup, je me suis arrêté là. Mais du coup, voilà, sachez que du coup, cet artiste, donc Pac, est celui qui détient le record absolu du NFT le plus cher. Et donc, encore une fois, cette année, il a vendu du coup un NFT, donc 52,7 millions $. Ce qui est intéressant, c'est que ce NFT est presque à visée caritatif, puisque, rappelez-vous de l'histoire de Julian Assange, c'est le mec qui a mis... c'est le fondateur en fait de WikiLeaks, donc c'est lui qui a mis au grand jour en fait plein de malversations que vous connaissez sûrement. Tout le monde connaît l'histoire de WikiLeaks. Sachez que aux États-Unis en fait on cumule les peines de prison, donc du coup ce gars-là il cumule genre pour 200 ans de prison, donc en gros il va finir sa vie en prison, il va mourir en prison, et en gros il y a un collectif qui vise à récolter des fonds pour du coup payer des avocats, pour essayer en fait de tout faire pour le faire sortir de prison, et du coup les fonds de ces NFT sont utilisés dans ce cas-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce NFT en fait est un NFT actif, un NFT évolutif, puisque il décompte le nombre, en fait, le temps que passe Julian Assange en prison. Voilà. Donc c'est assez intéressant de voir tout ça, quoi. Et du coup, voilà ce que j'avais à dire par rapport à tout ça. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.